Bonjour à tous et bienvenue à ce 6e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le politologue et professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, M. Éric Monpetit. Bonjour, bienvenue, merci. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, en fait, avant de commencer puis d'entrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être qu'on pourrait faire un petit portrait pour nous aider à mieux décortiquer les relations entre les experts et le politique. Donc, peut-être revenir sur le rôle des experts. Comment vous décriveriez l'évolution du rôle des experts dans la prise de décision politique, peut-être au cours des dernières décennies, puis nous dire rapidement si, selon vous, le rôle des experts, leur influence a augmenté ou diminué? Le rôle est relativement simple. C'est pas codifié nulle part. Ça peut être beaucoup de choses, là, au fond, là. Mais disons, là, de manière fondamentale, je dirais que le rôle des experts est de fournir de l'information pour aider à la prise de décision. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis c'est des informations qui sont forcément spécialisées, puisqu'encore une fois, l'expert fait référence à ses connaissances qui sont pas les connaissances que tout le monde possède. Donc, l'expert fournit des connaissances spécialisées pour informer la décision, aider les décideurs à prendre des décisions qui vont s'appuyer sur des connaissances avérées, là, sur des enjeux techniques. Est-ce que le rôle a évolué, a changé dans le temps? J'ai envie de faire la distinction entre la période pré-pandémie puis maintenant. Donc, pendant la période pré-pandémie, ce qu'on savait là, dans la littérature sciences politiques qui s'intéresse au rôle des experts, c'est que les experts ont effectivement beaucoup de place dans le processus. Ça ne veut pas nécessairement dire beaucoup d'influence, c'est pas toujours le cas. Puis l'influence, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on pourra entrer dans ces détails-là, mais ils ont beaucoup de place parce que les enjeux deviennent de plus en plus techniques. Mm-hmm. Et puis donc, il y a de plus en plus de besoins de la part des décideurs de s'informer sur ces enjeux. Tu sais, on peut penser, moi j'ai beaucoup travaillé sur les biotechnologies. Les biotechnologies, on parlait pas de ça il y a 50 ans. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est devenu un enjeu sur lequel les décideurs doivent prendre des décisions et donc ils doivent maîtriser les bases de ce que c'est. Puis ça, c'est les experts qui peuvent fournir ce genre d'informations-là. Et encore une fois, il y a de plus en plus d'enjeux de politique publique qui sont techniques, qui requièrent des connaissances souvent scientifiques assez avancées. Mm-hmm. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la présence des experts est de plus en plus importante dans les processus d'élaboration des politiques publiques. Et là, je disais que c'est important de faire la distinction pré-pandémie, post-pandémie, c'est que pendant la pandémie, c'est devenu évident. Mm-hmm. C'était un enjeu qui était un enjeu quand même assez complexe, qui demandait des connaissances scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis donc, évidemment, là, c'est devenu très évident que les décideurs étaient en demande de connaissances de la part d'experts, de la part de scientifiques. Et donc, il y a comme eu une espèce d'intensification là, pendant la période de pandémie. Puis, j'ai l'impression que ça continue encore aujourd'hui. Là. Ça demeure quelque chose de très important pour les décideurs. Oui, parce qu'en fait, les décideurs sont élus, mais ils ne sont pas forcément connaissants sur tous les dossiers qu'ils pilotent, évidemment. Ils peuvent se renseigner, mais ils vont toujours avoir besoin d'aller chercher l'avis, des avis externes d'experts. C'est ce que vous nous dites essentiellement. Absolument. Mm-hmm. Une journée, le politicien, le décideur, l'élu doit se prononcer sur un enjeu environnemental, le lendemain, un enjeu en éducation, puis le surlendemain, un enjeu qui touche au transport. Donc, ils touchent à tous les sujets. Mm-hmm. Forcément, ils ne peuvent pas être des experts sur tous ces sujets-là et donc, ils ont besoin d'informations spécialisées. La fonction publique, elle peut en fournir de ces informations-là. Il y a des experts au sein de la fonction publique, mais souvent, là, ça ne suffit pas. Donc, il doit y avoir un certain recours vers des experts externes. Il y a plusieurs experts aussi qui se portent volontaires. Oui. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on les demande, mais eux se portent volontaires pour transmettre leur expertise. Et puis, très souvent, on va les retrouver, ces experts-là, dans les processus d'élaboration des politiques publiques. Mm-hmm. Avant d'aller plus loin, peut-être que ça serait important de s'entendre sur les termes. Là. Dans le fond, on a défini le rôle des experts. Peut-être s'intéresser davantage à
qui sont les experts? Parce que, il y en a qui s'autoproclament des experts. Ouais. Il y a aussi, on entend peut-être un peu dans l'espace public des gens qui disent, oui, bien, vous êtes un pseudo-expert. Il y a des lobbyistes, il y a des activistes. Comment départager un peu tout ça? Puis, Ouais. dans le fond, je comprends que c'est une question complexe à laquelle on n'aura peut-être pas de réponse, mais... J'ai envie de dire, c'est une excellente question. Sinon, la grande question, tu sais, qui sont les experts? Parce qu'effectivement, il y en a qui s'autoproclament experts. Et il y en a qui s'autoproclament experts qui le sont, d'autres qui le sont peut-être moins. Donc, il n'y a pas une codification, il n'y a pas une espèce de livre qui explique très clairement qui est l'expert et qui ne l'est pas. Puis je dirais même que la définition de qui est un expert est une question en soi qui est politique. Mm-hmm. Donc, on utilise l'expertise de manière politique, de manière très évidente. Donc, les experts, spontanément, là, puis moi, je viens du milieu universitaire, tu sais, je pense aux universitaires qui, très souvent, sont considérés comme des experts, qui, très souvent, vont... les décideurs vont faire appel à leur expertise dans le cadre d'élaboration de politiques publiques, mais il n'y a pas que. Il y a des experts qui travaillent dans des boîtes privées. Il y a des experts qui sont en entreprise. Il y a des experts qui sont dans des groupes d'intérêt. Et il y a des citoyens qui se disent experts de certaines questions. Puis toutes ces personnes-là, à quelque part, peuvent, de manière plus ou moins crédible, affirmer qu'ils ont des connaissances que monsieur, madame, tout le monde ne possède pas. Mm-hmm. Et donc, c'est ce qui est défini comme expert. Et là, le jeu va être de faire reconnaître cette crédibilité-là dans le système pour qu'on les prenne au sérieux puis qu'ils puissent exercer une certaine influence. Mais des experts, il y en a de toutes les sortes. Puis c'est très difficile de dire, là, en se retirant du jeu politique, ben, lui est un expert, lui ne l'est pas. Ça fait partie du jeu politique de dire un tel est un expert ou un tel ne l'est pas. Mm-hmm. Mais se positionner de l'extérieur pour essayer de trouver une façon objective de déterminer qui est un expert et qui ne l'est pas, c'est impossible. Il n'y a pas de critères objectifs qui existent. Mm-hmm. J'ai envie de réagir rapidement. Il y a aussi des gens qui ont une expertise qui est peut-être un peu plus concrète, parce que quand on pense aux experts, on pense à des intellectuels ou à des chercheurs à l'université, mais il y a aussi peut-être, par exemple, si on aborde la question de l'agriculture ou en construction, etc., il y a des experts dans ces milieux-là aussi. Puis peut-être aussi, j'aimerais vous entendre sur on a parlé récemment de méritocratie, est-ce que c'est les diplômes qui font les experts? Est-ce qu'il y a aussi des autodidactes qui peuvent aspirer à se dire des experts ou qu'on voudrait consulter par ailleurs? Bien sûr. Le propre de la démocratie, c'est que tout le monde peut participer d'une certaine façon. Puis la participation dans un processus d'élaboration de politique publique qui porte sur un sujet précis, bien entendu, va faire appel à des connaissances spécialisées. Mais ces connaissances-là, c'est pas non plus le domaine exclusif du scientifique. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui a un savoir expérientiel, donc quelqu'un qui, je sais pas, a vécu en milieu agricole et connaît le milieu agricole, c'est une connaissance spécialisée qui peut être drôlement utile aussi dans un processus d'élaboration des politiques publiques. Mais cela étant dit, puis ça, je tiens à le dire, tout le monde n'est pas expert. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de critères objectifs pour déterminer qui est un expert, qui ne l'est pas, mais il y a une chose qui est claire, tout le monde n'est pas expert. Oui. Et donc là, la difficulté devient de décider qui l'est en l'absence d'un critère objectif qui nous permet de savoir très clairement, de distinguer très clairement qui est l'expert et qui ne l'est pas. Donc, je le disais, c'est une grande question, c'est une très grande question, et c'est une question en bout de ligne qui est une question politique. Oui. Ce sont les acteurs, c'est à travers le jeu politique, ce sont les acteurs politiques qui vont, dans le contexte du jeu politique, déterminer qui est un expert crédible et qui ne l'est pas. Et il y a des experts qui, si on se retire, on prend un pas de recul, on regarde, on se dit, telle personne devrait être considérée comme un expert crédible et ne l'est pas à l'intérieur du jeu politique pour une raison ou pour une autre. Mm-hmm. C'est très intéressant ce que vous dites parce que effectivement, quand on se promène sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression que tout le monde est un expert par moment. Donc, c'est vraiment une bonne remarque. J'ai envie de vous amener justement dans la période pré-COVID, peut-être autour de 2019. Je suis tombée sur une conférence que vous aviez donnée dans le cadre du TEDx Montréal et
c'était une conférence qui était très optimiste. Je pense que vous plaidiez à l'époque là, contre le cynisme puis une certaine désillusion qui s'installait par rapport à la politique. Puis vous abordiez également les mérites d'une certaine politique qui fonctionne. Je vous cite. Pourriez-vous nous résumer brièvement les propos là, que vous avez tenus lors de cette conférence-là, puis nous dire si vous êtes toujours aussi optimiste qu'à ce jour? C'était clairement une défense de la politique comme étant un outil de progrès social. Donc, le TED Talk, c'était vraiment autour de ça. C'était ça le message principal. Le message principal était « La politique fonctionne, même si on peut avoir l'impression qu'elle ne fonctionne pas. » Puis, j'expliquais comment, justement, je parlais du jeu des acteurs, puis d'une réalité très simple, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y en a pas de critères très objectifs pour définir qui est un expert, qui ne l'est pas. Puis, à quelque part, c'est pas un si grand problème que ça, parce que les acteurs, entre eux, arrivent à déterminer qui l'est pas, qui est plus ou moins crédible. Et puis, ce qu'on observe dans la durée, c'est des décisions qui, effectivement, sont source de progrès dans nos sociétés. Donc, on a l'impression que tout va mal, mais quand on regarde les progrès qui ont été faits dans à peu près tous les domaines, puis tu sais, je dis pas tout, là, mais dans à peu près tous les domaines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est énorme. Mm-hmm. Les progrès sont énormes. Même dans le domaine de l'environnement, on a l'impression que tout va mal en environnement. C'est pas tout à fait vrai, là. Aujourd'hui, on peut se baigner dans le fleuve Saint-Laurent. C'était pas vrai il y a 30 ans. Donc, il y a eu des efforts de dépollution des cours d'eau, notamment, dont on parle très peu. Mais il y a eu progrès. Encore une fois, tout n'est pas progrès. Il reste des problèmes, mais le message principal était il y a eu progrès et ces progrès sont attribuables aux politiques publiques et les politiques publiques sont faites à l'intérieur de processus politiques qui peuvent, dans une certaine mesure, s'apparenter à des processus scientifiques. Là, je fais un peu le parallèle entre la méthode scientifique et la méthode politique en disant, il y a peut-être des parallèles intéressants à faire, mm-hmm. puis qui expliquent un peu pourquoi ça fonctionne, la politique. Mais ce que je disais, c'est très clairement, ça fonctionne, c'est une source de progrès, on ne devrait pas être cynique. Donc ça, c'était le message. C'est un message que j'ai livré en 2019, je pense. Le TED Talk a eu lieu en février 2019, là, si ma mémoire est bonne. Et donc, quelques mois après, un an après, on était en pleine pandémie. Mm. Puis là, en pleine pandémie, je le disais tout à l'heure, l'expertise scientifique est devenue comme évidente. Donc, on pourrait avoir l'impression que, au fond, il y a eu une espèce d'amélioration des politiques publiques pendant la pandémie parce que les scientifiques étaient davantage omniprésents. Et là, ces dernières années, puis pour moi, la pandémie était un laboratoire absolument incroyable de ce sur quoi je travaillais depuis des années, c'est-à-dire l'utilisation de l'expertise dans les processus d'élaboration des politiques publiques. Et puis en creusant, en fouillant, je me suis rendu compte que finalement, dans ce contexte-là, je ne suis pas certain que la politique a fonctionné si bien que ça. Mm-hmm. L'omniprésence de la science dans les processus, je ne suis pas certain que c'était une source de progrès dans ce cas-là. On a vécu des moments quand même assez difficiles là, pendant cette période-là, des politiques publiques extrêmement sévères qui brimaient les libertés individuelles de manière assez fondamentale. Mm-hmm. Et pour des résultats qui, je ne crois pas, ont été si concluants que ça. On a quand même été 2 ans. Je dis 2 ans, c'est peut-être même plus que ça, là, en période pandémique, avec des restrictions quand même très importantes et des résultats qui sont peut-être pas si importants que ça. C'est-à-dire des résultats qui sont discutables. Ouais, c'est ça. Qui sont discutables. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs victimes directes de la COVID, mais il y a eu aussi énormément de victimes indirectes des mesures sanitaires. Et donc, est-ce que l'équilibre entre les deux problèmes était le bon équilibre? Je pense qu'il y a des raisons d'en douter. Et puis, dans plusieurs pays dans le monde, on fait une espèce de bilan là, de ce qui s'est passé. Et puis, le bilan n'est pas forcément si positif que ça. Puis, dans le cas québécois, là, une des raisons qui me rend un petit peu
plus pessimiste que je l'étais avant par rapport au processus politique, c'est que à chaque fois... En fait, pour moi, la grande difficulté, c'est que la pandémie a duré quand même assez longtemps. Et pendant cette période-là, j'ai pas l'impression que les décideurs ont appris de ce qui se passait ou de l'expérience qu'ils accumulaient en cours de pandémie. Qu'en début de pandémie, on ait confiné tout le monde. Oui, parce qu'on savait pas. On savait pas. Ouais. Donc, c'était, je pense, absolument essentiel. C'était la bonne décision à prendre. Que après 2 ans, puis je sais pas, un retour du virus, je pense par exemple à l'arrivée d'Omicron, on en soit encore au même type de mesures sanitaires qu'on prenait en début de pandémie. Là, c'est là où je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'on a vraiment profité de la pandémie pour apprendre un peu de ce qui se passe, puis apprendre notamment des effets néfastes des confinements, apprendre d'autres méthodes qui auraient pu être mises en place pour minimiser en quelque sorte les cas de COVID. Donc, il y a eu très, très peu d'apprentissage. Et une des raisons, puis ça, c'est, j'ai envie de dire, assez propre au Québec. Je ne suis pas certain que ça s'est produit comme ça ailleurs. Une des raisons, c'est que, en gros, à chaque menace d'un retour du virus, une nouvelle vague, et l'annonce de mesures de confinement, la popularité du gouvernement augmentait. Et donc, la politique a comme fait en sorte que le gouvernement n'avait aucun intérêt à envisager d'autres types de mesures que le confinement. Parce qu'à chaque fois qu'il annonçait une nouvelle vague de confinement, sa popularité augmentait. Ça a été vrai jusqu'à Omicron. Donc, vous vous rappellerez un petit peu, là, Omicron, c'est arrivé un petit peu avant les fêtes, au mois de novembre. Le gouvernement avait, à cette époque-là, déjà annoncé que pendant la période des fêtes, les rassemblements seraient possibles, qu'on pourrait avoir des fêtes à peu près normales. Et là arrive le variant. Les épidémiologistes nous mettent en garde en disant qu'il est extrêmement contagieux. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait un débordement dans les hôpitaux, on va malheureusement devoir se confiner à nouveau. Et le gouvernement a donc fait volte-face, a changé de position, a décrété que les rassemblements seraient limités pendant la période des fêtes et peu de temps après a annoncé un nouveau couvre-feu. Et là, à ce moment-là, l'opinion publique a décroché. Et ce qu'on a vu dans les semaines qui ont suivi, c'est une diminution très rapide de la sévérité des mesures sanitaires. Là. Donc, en janvier, en février, jusqu'en mars, grande diminution de la sévérité pour atteindre un seuil plancher là, depuis les 2 années auparavant. Et puis arrive après, puis là, ça, on en a très, très peu parlé, arrive après une 6e vague. Et puis la 6e vague, elle était, selon les épidémiologistes, presque aussi menaçante que la 5e vague. Mm-hmm. Mais là, l'opinion ayant décroché, le gouvernement n'a pas augmenté la sévérité des mesures sanitaires. Et il n'y a pas eu les catastrophes annoncées. Donc, ça soulève quand même un certain nombre de questions. Est-ce qu'on a bien fait d'attendre à la 6e vague ou à la fin ou au milieu de la 5e pour réduire les mesures sanitaires? Est-ce qu'on n'aurait pas dû envisager d'autres choses bien avant ça? Mm-hmm. Puis peut-être qu'on n'aurait pas eu les catastrophes annoncées, prédites par des experts. Puis bon, la grande question, c'est pourquoi est-ce que les gens suivaient, les gens embarquaient lorsque des nouvelles mesures sanitaires étaient annoncées, qu'il y avait très, très peu de débats là, pendant la COVID. Disons que la bonne façon de voir les choses, c'était il y a une nouvelle menace du virus, on confine, puis il n'y a pas de question. Puis il y avait un certain nombre d'experts qui se prononçaient publiquement dans ce sens-là. Des pédiatres, à l'inverse. Plusieurs personnes qui se disaient expertes, qui l'étaient, dans une certaine mesure, qui jouissaient d'une certaine reconnaissance, peut-être même dans le milieu médiatique, et qui en quelque sorte en sont venus à incarner la seule voie possible. Mm-hmm. Et c'était très, très, très difficile pour les gens qui pouvaient être un peu sceptiques de soulever des questions à ce moment-là. Et donc, l'opinion publique, qui, elle, n'est pas experte dans ça, puis qui entendait à peu près une seule alternative, une seule voie,
la voix de ces experts en santé publique, l'opinion publique suivait. Jusqu'à ce qu'il y ait, à un moment donné, là, après 2 ans de crise, après 2 ans d'annonce de confinement, il y a eu une espèce d'effet de fatigue de la part du public. Et puis c'est là que l'opinion a décroché. Mais auparavant, malheureusement, il y avait très, très peu de questionnement du discours des experts. Et c'est là le problème, de mon point de vue. La politique a, en quelque sorte... Puis j'ai envie de dire, le gouvernement n'avait aucun intérêt à ce qu'il y ait questionnement aussi de cette parole d'experts, parce qu'encore une fois, eux en profitaient du fait que les gens suivaient, qu'il y avait à peu près ce seul discours-là qui était celui qu'on entendait. Chaque fois qu'on annonçait un confinement, popularité augmentait. Donc, aucun intérêt à ce qu'il y ait d'autres voix qui soient entendues. Et souvenez-vous aussi que c'est une période durant laquelle l'opposition était à peu près muette. Oui, étrangement. Étrangement, oui et non. Je pense qu'ils avaient très peu de tribunes. L'Assemblée nationale elle-même, son fonctionnement a été mis en veilleuse un petit peu en début de pandémie. Après ça, fonctionnement, mais selon des modalités un peu différentes. C'est très, très, très difficile, je pense, pour l'opposition de faire son travail. Je pense que la pandémie a montré jusqu'à quel point l'opposition a un rôle drôlement important en politique. Tout à fait. Elle n'était pas là. Elle n'a pas pu faire son travail. Et donc, les gens avaient peut-être moins de matériel pour se développer un esprit critique par rapport à ce que faisait le gouvernement. Et là était le problème, de mon point de vue. Je suis à peu près certain que la politique n'a pas aussi bien fonctionné dans ce cas-là qu'elle a fonctionné sur d'autres enjeux là, avant la pandémie. Moi, je veux juste réagir rapidement à justement cet hiver-là, là, en janvier, où moi, personnellement, j'avais pris la plume parce que je voyais mes enfants qui étaient vraiment, vraiment attristés par les nouvelles fermetures d'écoles là, qui étaient annoncées dans la foulée de ça. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il y avait eu vraiment... peut-être, effectivement, on avait passé trop de temps à pas assez parler, pas assez entendre. Je parlais des pédiatres parce que, à mon sens, c'était les seuls, avec peut-être un peu les oncologues, qui disaient « Oh, attention, on va pas traiter nos patients » ou « Attention, il y a des effets qu'on note déjà chez les adolescents, entre autres. » Donc, mais ces voix-là, on les entendait un peu, mais peut-être pas à la hauteur qu'on aurait dû. Ils sont arrivés tardivement. Je me rappelle très bien de cet épisode-là, les pédiatres qui sont sortis dans les médias, c'était parmi les premiers. Mais il y en avait d'autres qui, quand on leur parlait en privé, des gens en éducation, qui nous disaient il y a un effet sur les apprentissages des enfants. Là, l'école à distance, ça a ses limites. En fait, même la part du masque en classe a des effets. Donc, certains experts nous mettaient en garde déjà à ce sujet-là. Un paquet d'experts, mais qui parlaient très peu publiquement, nous mettaient en garde sur les effets pour les personnes âgées. Personnes âgées qui se retrouvaient seules, solitude. Évidemment, on pouvait anticiper des problèmes économiques majeurs qu'on a vécus suite à la pandémie. On n'en parlait à peu près pas à ce moment-là. C'est pas parce que les économistes ne savaient pas ou on savait qu'il y aurait des conséquences, mais on n'en parlait à peu près pas. Les seuls experts qu'on voyait beaucoup étaient des experts directement, des experts de santé publique qui s'intéressaient aux effets du virus sur la santé. Point. Oui. Tous les autres experts qui pouvaient analyser les conséquences non seulement du virus, mais aussi des mesures sanitaires, par exemple, eux étaient à peu près absents du débat public. Par ailleurs, même en santé publique, il y avait d'autres volets de la santé publique qui étaient écorchés sévèrement au passage quand on ferme les sports. Santé mentale. Oui, c'est ça. Donc, mais ce que je retiens de tout ça, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on n'a pas appris nos leçons, autant peut-être les politiciens que peut-être certains experts qui auraient peut-être dû se faire entendre davantage. C'est ce que je retiens. Oui, puis je ne veux pas les blâmer. Je pense que c'était très, très, très difficile à cette époque-là d'aller à l'encontre du discours, ce que j'appelle le discours de la santé publique. Puis c'était, vous le disiez, les gens de santé publique eux-mêmes ne pensaient pas tous la même chose. J'ai parlé à plusieurs experts de santé publique qui me disaient, moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec ça, mais je pouvais pas le dire parce que sinon, j'étais un peu, j'utilise le mot, sanctionné dans ma communauté. C'était un discours qui était considéré comme nuisible, un discours qui allait à l'encontre du discours de la santé publique. Donc, la prise de parole était extrêmement difficile à cette époque-là. Puis, je ne veux pas minimiser aussi, c'était difficile pour les gens de la santé publique. Il y a des gens de la santé publique
qui tenait le discours de la santé publique, que le confinement était la meilleure chose qu'on pouvait faire, et qui, eux, recevaient des menaces, là, par ailleurs. Là. Donc, le débat public était extrêmement difficile. La prise de parole publique était très, très, très difficile. Mais c'est clair qu'il y en a plusieurs qui ont choisi de ne pas prendre la parole pendant la période pour éviter d'être sanctionnés d'une façon ou d'une autre. Là. Puis souvent, c'est des sanctions par la communauté. Là. Et donc, c'était très, très, très difficile. Donc, il n'y a pas eu de débat contradictoire sur ces mesures-là qui pourtant portaient énormément à conséquences. Alors qu'en démocratie, normalement, là, on s'attend à ça, qu'il y ait un certain débat. Et c'est ce débat-là qui permet les apprentissages, qui permet aux décideurs d'amener la société, la communauté vers du progrès. Pendant la pandémie, ça a été un peu mis sur pause, là, cette dynamique-là. Tout à fait. Puis même le fait de faire référence à d'autres pays, comme par exemple la Suède, qui avait une autre approche, c'était pas bien vu nécessairement non plus. N'importe qui parlait de la Suède publiquement se faisait mettre dans le camp des complotistes, des irresponsables, des gens qui n'avaient pas de moralité. Alors qu'aujourd'hui, on sait que la Suède n'a pas fait pire que le Québec. Non. La performance se compare. Oui, tout à fait. Puis justement, pour poursuivre... Quand je dis performance, je parle de performance en termes de santé publique. Là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus de morts en Suède. Les hôpitaux n'ont pas été plus débordés en Suède qu'au Québec. C'était à peu près pareil comme bilan. Là. Que vous évoquiez, dans le fond, la gestion de crise là, au Québec. Si on résume, là, est-ce que selon vous, ça a été guidé, puis on l'a touché un petit peu, mais principalement par la science, par l'opinion publique ou les émotions des décideurs? Là, puis là, on a touché un peu, mais quelles leçons, là, si on peut le dire explicitement, quelles leçons, parce qu'on n'a pas vraiment fait de post-mortem sur cet exercice-là, mais quelles leçons on pourrait en tirer? Ben, pour moi, la grande leçon, c'est vraiment... on ne met pas en pause la démocratie. Et là, vraiment, c'est ce qu'on a fait. On a dit c'est une situation d'urgence, c'est une crise majeure. Et donc, ça justifie en quelque sorte qu'on... Tu sais, souvent, on dit pendant les guerres, là, il y a une espèce de ralliement derrière le drapeau. Là. C'était un peu ça, la dynamique qui a été mise en place. Dans le contexte d'une crise, quelle qu'elle soit, je pense que ce qu'on devrait retirer là, de la pandémie, c'est que c'est une erreur de faire ça. C'est important de laisser les gens... En fait, c'est important que toute personne qui possède des connaissances soi-disant spécialisées, même des gens qui en possèdent des connaissances, puissent avoir la chance d'exprimer son point de vue, puissent soulever des questions par rapport aux politiques qui sont mises en place. Tout à fait. Politique publique, là, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, c'est normal que ça évolue, puis ça évolue normalement au fil des apprentissages qui sont faits. Il n'y a pas d'apprentissage possible si on ne peut pas soulever de questions à propos des politiques publiques. Puis c'est d'ailleurs une des choses que je disais dans le TED Talk de 2019. Ça fonctionne un petit peu comme la science, la politique, parce que en politique, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des gens qui vont soulever des questions par rapport aux politiques qui sont en place, puis on va faire des ajustements suite à ça. C'est exactement la même chose en sciences. Les scientifiques, ce qu'ils font très souvent, c'est soulever des questions par rapport à des connaissances qui sont là, et puis les connaissances vont évoluer suite à ces questionnements-là. Donc, la démocratie fonctionne comme ça, puis c'est ça qu'on a mis en pause le dialogue. pendant la... Tout à fait. C'est ça qu'on a mis en pause pendant la pandémie. Justement, pendant qu'on parle de dialogue, si on peut aborder la question de la communication des experts ou des connaissances scientifiques. J'aimerais vous entendre quant à l'importance de la transparence et à ses limites, peut-être dans le sens où on parle beaucoup de transparence puis de son importance dans la démocratie, mais il y a aussi une complexité qui vient avec les connaissances scientifiques qui est difficile à rentrer dans un format de communication de presse. Donc, comment concilier les différents besoins, puis quel rôle les médias peuvent avoir dans cette équation complexe-là? Oui. Disons que dans la littérature sur l'expertise et les politiques publiques, là, il y a toute une... disons qu'on sait qu'il y a deux communautés distinctes. En fait, il y a la communauté des décideurs, des politiciens, des élus, puis il y a une communauté scientifique.
et que les dynamiques, les modes de fonctionnement, les normes de fonctionnement de ces deux communautés sont distincts, ce qui fait en sorte que l'arrimage entre les deux est difficile. La science, là, on parle d'expertise très pointue, on n'est plus dans l'expertise expérientielle, là. Donc la science comme telle, qui produit des connaissances et qui est une source d'informations et de connaissances très importante pour l'élaboration des politiques publiques, elle fonctionne à un rythme qui est généralement relativement lent. C'est pas vrai pour toutes les connaissances scientifiques, mais pour la plupart. On ne produit pas des connaissances scientifiques avérées, solides, certaines, en quelques semaines. Non. Les décideurs, eux, souvent sont face à des situations qui sont urgentes. Ils doivent décider de manière rapide. Et s'ils ont besoin de connaissances scientifiques pour décider, le rythme de la science ne convient pas. Le rythme de la science est trop lent. Donc là, il y a une difficulté qui est assez importante. L'autre chose, un autre élément de la déconnexion entre les deux communautés, c'est le fait que les scientifiques, puis là je le disais tout à l'heure, les scientifiques, la façon dont les connaissances évoluent, c'est à travers le questionnement. Donc les scientifiques questionnent constamment leurs connaissances, ce qui est une source d'incertitude. Ça produit de l'incertitude, et l'incertitude va être réduite après une très longue période de questionnement. Donc là, on revient à l'enjeu de la temporalité. Mais tout ça pour dire que l'incertitude, habituellement, au moment où le décideur a besoin de l'information, elle est grande. Et ça fait partie de l'éthique, en quelque sorte, du scientifique, d'admettre que cette incertitude. Les scientifiques ont tendance à être très prudents avec leurs connaissances. C'est rare qu'ils vont dire qu'une chose est parfaitement avérée, certaine, il n'y a aucune espèce de doute. Habituellement, ils vont dire, bon, on pense que les choses vont dans cette direction-là, mais il y a aussi certains éléments qui nous portent à croire que peut-être qu'on n'a pas le portrait complet, qu'il peut y avoir des choses qui, bon... Oui, beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. Et ça, ce genre de discours-là, c'est un discours qui convient très, très peu lorsqu'on est dans une situation de prise de décision. Si on est incertain, ben, OK, on est incertain, on fait quoi? Oui, il faut trancher. Si on sait c'est pas, ça. On a le Dieu de trancher. On doit trancher. Et le politicien, c'est assez rare qu'il va admettre qu'au fond, on va y aller un petit peu à l'aveugle. On va faire de essai-erreur. Si on va essayer quelque chose, si ça ne marche pas, ben on reviendra. Mais c'est très souvent ce qui se produit en réalité. Mais le politicien, ce qu'il veut pouvoir dire, c'est « Moi, j'agis dans ce sens, dans cette direction, parce qu'on a des connaissances avérées qui indiquent que c'est ça la bonne solution. » Point à la ligne. Et puis, évidemment, là, s'il devait dire « J'y vais un peu à tâtons », c'est clair qu'il va se faire tomber dessus par l'opposition. Donc, il y a un coût politique à faire ça. Mais au fond, là, qu'est-ce que le discours scientifique nuancé encourage? Ben, ce serait plus de dire, ben, on y va un peu à tâtons. C'est ça, normalement, qui est le message du scientifique. C'est, ben, allez-y, peut-être vous pouvez essayer cette direction-là, mais il y a plein d'incertitudes, des choses qu'on ne sait pas, donc vous devez y aller un peu à tâtons. Ça, évidemment, c'est un discours qui ne convient pas pour le oui, parce que les gens votent rarement pour de l'improvisation. Oui. Hein? Donc, mais souvent, les politiques se font comme ça. Puis c'est beaucoup moins... Les connaissances scientifiques viennent informer certains enjeux, certains éléments qui sont importants pour prendre la décision. Mais la décision, règle générale, elle-même, ne peut pas reposer uniquement sur des connaissances scientifiques. Non. Il y a plein de choses en dessous de ça. Il y a plein de choses en dessous. Et donc, on sait très bien que la plupart des décisions de politique publique sont des décisions de type essai-erreur. Donc, on essaie quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, bien, on va s'ajuster. On sait aussi que ça marche. C'est pas forcément une erreur de fonctionner comme ça. On ne peut pas avoir le portrait complet d'une situation au moment de la prise de décision. Souvent, l'attente qu'on a envers la science, c'est qu'ils nous fournissent le portrait complet. La science n'a pas la capacité de fournir ce portrait-là. Donc forcément, on est limité, les politiciens, les décideurs sont limités à prendre des décisions un petit peu à tâtons, puis à faire des ajustements au cas où il y a erreur. Oui, c'est ce qui peut être le problème d'ailleurs. Parfois, on persiste dans l'erreur, mais... Oui, parfois, on persiste dans l'erreur. Encore une fois, j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce qui s'est produit pendant la pandémie. Là. On a persisté dans l'erreur pendant
un certain temps. Mais habituellement, il y a des ajustements. Ouais. Encore une fois, une politique publique, c'est pas un truc qu'on arrête à un moment puis qui bouge plus, là. C'est quelque chose qui est ajusté constamment. Mm-hmm. Et donc, il y a possibilité de tirer les leçons d'une expérience qu'on fait en ayant pris une décision, en prenant une décision, et puis de faire des ajustements ultérieurement. Puis c'est comme ça que les politiques publiques se font. Et on a des bonnes raisons de croire que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça fonctionne. Mais c'est difficile à expliquer au public. Oui. Pour un politicien qui prend une décision, dire « j'y vais un peu à tâtons », ça passe tout simplement pas là, dans le discours. Non, parce qu'on veut de la certitude. On veut de la certitude, les gens veulent être assurés qu'on sait ce qu'on fait, puis que c'est les bonnes décisions, puis... malheureusement, ça, c'est pas des humains qui peuvent nous fournir ce type de processus décisionnel. Ça n'existe tout simplement pas. On sait que l'humain a des limites cognitives importantes, puis qui se reflètent nécessairement dans toutes les décisions qui sont prises, que ce soit des décisions de politique publique ou des décisions de consommation, par exemple, pour monsieur, madame, tout le monde, qui en prennent à tous les jours. J'aimerais... peut-être mettre davantage en exergue les écueils potentiels là, qui peuvent découler des interactions compliquées. On l'a vu entre les experts et les politiciens. Notamment, peut-être nous éclairer sur les risques d'instrumentalisation de la science, d'éventuelles pertes de confiance du public et ou déresponsabilisation des décideurs. Donc, peut-être nous éclairer sur ces trois concepts. C'est sûr qu'il y a un risque. Le décideur, je pense que la plupart d'entre eux aimeraient ça se faire dire par l'expert qu'est-ce qui convient d'être fait, puis d'avoir la certitude que ça fonctionne. Sachant que c'est très difficile et impossible, parfois, ils ont tendance à faire croire qu'ils ont cette certitude-là. Puis c'est une façon, effectivement, de se déresponsabiliser, de se déresponsabiliser, pardon. C'est facile de dire, moi, j'ai fait ce que les scientifiques, ce que les experts me disaient de faire, point à la ligne. Ça ne fonctionne pas. C'est pas de ma faute, c'est la faute des experts. Donc, ça, c'est une dynamique qu'on retrouve dans les processus de politique publique. Je dirais pas que c'est si commun que ça. Hein? C'est pas... la plupart du temps, les politiciens prennent leurs responsabilités. Puis ça, on le sait. Et donc, s'il y a une erreur, ils vont assumer l'erreur. Donc, c'est pas on parle de passer le blâme là, à l'autre. C'est pas quelque chose qui se fait très souvent envers les experts, du moins. Oui, parce qu'au final, les politiciens sont quand même imputables, du moins à chaque 4 ans. Tout à fait. Ouais. Puis, on sait qu'en bout de ligne, c'est eux qui prennent les décisions. Ils n'étaient pas obligés de suivre l'avis des experts. Donc, c'est pas une tactique qui fonctionne si bien que ça. L'instrumentalisation de la science, ça, c'est un petit peu autre chose. Puis là, ça semble très négatif comme ça, tu sais. Puis il y a quelque chose d'un peu problématique dans ça, mais tracer la frontière entre ce qui est problématique et ce qui ne l'est pas dans ça est assez difficile. Puis là, je vous donne juste un bel exemple. On le disait tout à l'heure, les experts, ils proviennent de partout. Il y a plein de gens qui se proclament experts. Puis il y en a plusieurs, peu importe leur milieu, qui sont reconnus dans le processus politique à un moment ou à un autre. Parmi ces experts, il y a des experts qui viennent des groupes d'intérêt. Donc, la plupart des groupes d'intérêt, puis ça, c'est intéressant, il y a un de mes étudiants qui a fait une thèse de doctorat là-dessus il y a quelques années. C'est dans quelle mesure est-ce que les groupes d'intérêt utilisent, comme on le pense souvent, une stratégie de représentation pour exercer de l'influence sur les politiques publiques ou une stratégie de scientisation, qu'ils appelaient ça, pour, encore une fois, avoir le même résultat, c'est-à-dire une influence sur les politiques publiques. Traditionnellement, la stratégie de représentation, c'était de dire, écoutez, moi, je représente plein de membres, là, puis si vous faites pas, si vous satisfaisez pas nos préférences, ces membres-là, ils vont voter contre vous à la prochaine élection, puis il va donc y avoir une sanction. Puis... Donc, ça, c'est la méthode traditionnelle pour un groupe d'intérêt d'influencer le gouvernement. L'autre méthode, c'est de dire, nous, on a des connaissances spécialisées sur ce qui se passe dans notre milieu. Prenons le milieu agricole, par exemple. Donc, l'UPA dit, pas nécessairement on représente un segment important de la population qui pourrait voter contre vous, mais va plutôt dire, nous, là, l'agriculture, on connaît ça. Puis on a des experts, on embauche les experts, puis les experts nous disent que telle politique publique serait une erreur ou telle politique publique serait une bonne idée. Et ce discours-là, le discours de la scientisation, ce que mon étudiant trouvait, c'est que c'est devenu
extrêmement important dans l'univers des groupes d'intérêt et que c'est la stratégie qui fonctionne le mieux. Maintenant, est-ce que c'est de l'instrumentalisation de la science? Est-ce que les groupes d'intérêt s'inventent une expertise pour exercer une influence sur les politiques publiques? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de constructif dans ça. C'est vrai que les groupes d'intérêt possèdent potentiellement des connaissances spécialisées sur leur milieu. Donc, ils ont des informations, ces gens-là, à transmettre, des informations qui sont utiles à transmettre dans les processus de politique publique. Là, quand je disais la frontière est difficile à tracer entre instrumentalisation puis véritable contribution, en quelque sorte, à l'élaboration des politiques publiques, bien, c'est ce que je voulais dire un peu. C'est-à-dire que c'est vrai que le groupe peut dire « je fais ça simplement pour exercer de l'influence sur les politiques publiques », mais en même temps, bien, c'est peut-être vrai aussi que les fameux experts des groupes d'intérêt ont des connaissances qui sont spécialisées, qui sont uniques parfois dans certains cas et qui sont très utiles dans les processus d'élaboration des politiques publiques. Donc, la frontière n'est pas parfaitement claire. Puis juste rapidement sur la confiance du public, est-ce que le fait que les politiciens aillent voir ou se fient davantage sur les experts, est-ce que ça met le public en confiance? Puis à l'inverse, est-ce que si il y a quelque chose de pernicieux dans la relation, ça peut nuire à l'un et à l'autre aux yeux du public? Oui. Un truc que je disais d'entrée de jeu, c'est qu'on fait de plus en plus appel aux experts parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux de politique publique qui exigent des connaissances très techniques, très complexes, que seuls les experts, donc des gens qui possèdent des connaissances spécialisées, ont. Donc, il y a une omniprésence de l'expert dans notre société présentement à cause de ça. Et la pandémie, encore une fois, a vraiment mis ça de l'avant, puis a peut-être même contribué à intensifier un peu le phénomène. Je pense qu'il peut y avoir un certain effet de fatigue et d'épuisement face au discours des experts dans certaines franges de la population. Encore une fois, les experts sont omniprésents. Très souvent, ils franchissent un petit peu la limite de leur expertise. Ils ne conçoivent pas nécessairement leur rôle comme étant simplement d'informer une question très spécifique en lien avec la politique publique. Très souvent, pour eux, leur rôle, c'est clairement de dire aux politiciens quelle est la voie à suivre. Et donc, en quelque sorte, ça revient à ce qu'ils disent aux gens comment penser, aux élus, mais aussi à la population de manière générale, comment agir sur des enjeux de politique publique. On le voit très clairement en environnement, on le voit ailleurs. Et là, il peut se développer un certain ras-le-bol dans certaines franges de la population qui subissent une certaine fatigue là, de se faire dire comment agir. Et je dirais aussi que cette frange de la population-là peut aussi, si, en quelque sorte, les valeurs des experts vont un peu à l'encontre des leurs, peuvent se sentir jugés dans leur mode de vie. Donc, je pense qu'il y a un risque très évident pour les experts et leur crédibilité dans le contexte actuel, où, encore une fois, les experts deviennent vraiment omniprésents. Est-ce que ce risque-là est clairement visible, mesurable? J'ai vu qu'aux États-Unis, il y a des sondages qui montrent que la confiance envers la science, qui est normalement, là, qui est vraiment très élevée. Tu sais, quand on regarde, par exemple, la confiance envers les professions scientifiques, plombiers, pompiers, etc., les scientifiques arrivent toujours en haut et les politiciens complètement dans le bas. Et les scientifiques arrivent toujours dans le haut. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi les politiciens sont souvent tentés à se tourner vers les scientifiques. Donc, ils veulent un peu profiter. Leur blason. Voilà. Donc, les scientifiques toujours dans le haut. Depuis quelques années, ça descend. Est-ce que ça descend de manière dramatique? Est-ce que maintenant, ils sont rendus dans le bas avec les politiciens? On n'est pas là. Mais il y a quand même une chute. Au Canada, je n'ai pas vu de sondage récent, mais je ne serais pas étonné que dans certaines franges de la population en particulier, il y ait effectivement aussi une diminution du niveau de confiance qu'on accorde aux scientifiques puis aux discours d'experts. Puis c'est peut-être un peu attribuable à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une fatigue par rapport à leur omniprésence. Il y a des gens qui se sentent jugés
par rapport au discours d'experts qui, très souvent, va franchir un peu la limite de l'expertise puis tomber sur le terrain des valeurs, du jugement moral, etc. Mm-hmm. Bien, je voulais l'aborder. Je pense qu'on vient de toucher à ce que vous évoquez dans un texte récent là, dans la presse qui s'intitulait « Un réalignement politique contre les experts ». Donc, je pense que là, vous évoquez qu'on mettait en péril même l'ordre libéral. Donc, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas lu, juste résumer brièvement les forces en puissance, puis qu'est-ce qui se passe, puis vers quoi on pourrait s'aligner, puis comment peut-être s'en sortir aussi. Oui. Le réalignement dont je parlais, c'est l'alignement traditionnel, c'est... en fait, tout alignement est en opposition à une élite. L'élite, traditionnellement, c'est le monde des affaires, les gens qui ont de l'argent. Puis de plus en plus, je pense que c'est maintenant ce qu'on considère comme étant l'élite. Ce sont des gens qui ont peut-être un accès privilégié à l'influence, les politiques publiques, mais aussi un accès aux médias qui est plus facile. Puis c'est les experts. Puis bon, je le disais il y a une minute, souvent les experts vont franchir un petit peu les limites de leur expertise, vont poser un certain nombre de jugements, puis ils utilisent ça parce qu'ils veulent de l'attention, hein. Si un expert tenait un discours qui est uniquement technique, bien peut-être qu'il ne serait pas dans les médias. On ne l'entendrait pas, on ne le verrait pas. Et donc, très souvent, pour obtenir l'attention qu'il souhaite obtenir, il va jouer sur le registre des émotions, sur le registre des valeurs. Et donc, c'est là que, lorsqu'on tombe dans ce registre-là, que certains gens peuvent se sentir heurtés, jugés dans ce qu'ils font, dans leurs valeurs, dans leur mode de vie. Et donc, ça, on le voit de plus en plus, puis j'ai vraiment l'impression, puis là, c'est une question qui demeure à être approfondie puis à être creusée, puis je compte bien m'y attaquer dans les prochaines années, là. Mais effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une frange importante de la population qui commence à se méfier, qui voit, au fond, l'élite, qui est l'élite adverse, en fait, qui est l'adversaire politique. C'est plus l'argent, c'est plus l'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup les experts. Autrement, les cartes sont rebrassées un petit peu. Les cartes sont rebrassées, puis, totalement. Je vous entends, là, on va vous laisser la temporalité nécessaire pour vous pousser la question puis voir où ça s'en va. Je vois que le temps file. J'aimerais brièvement, là, en terminant, revenir sur quelque chose qui a attiré mon attention. Du côté de Longueuil, la mairie a mis en place, a créé enfin un poste de conseiller scientifique à demeure, si on veut, dans la ville, là, pour conseiller les élus sur différents sujets. Est-ce qu'à votre sens, c'est une bonne idée et peut-être un exemple à suivre pour d'autres municipalités qui voudraient faire de même? Est-ce que c'est une bonne idée? Je dirais pas que c'est une mauvaise idée. Le Québec a son scientifique en chef. Le Canada a son scientifique en chef. Puis d'ailleurs, entre les deux, là, il y a une très, très grande différence dans le mandat. Ce que je dirais, c'est que le mandat est important. Puis je connais pas le mandat du scientifique en chef à Longueuil. Mais un scientifique en chef, c'est une personne. Donc, c'est un scientifique, donc un expert, mais dans un domaine bien particulier, bien précis. Donc, si le mandat fait de cette personne-là un expert de tous les domaines scientifiques, je pense qu'il peut y avoir un problème. Une seule personne ne peut pas être un expert de tout. Si son mandat, c'est de faire la liaison entre les décideurs et les scientifiques qui, eux, ont les connaissances sur les enjeux du jour, qui abordent les politiciens, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus intéressant. À plusieurs endroits, en fait, dans le monde, il n'y a pas un scientifique en chef, il y a des comités de scientifiques. Et donc, ça permet de varier un petit peu l'expertise qui est fournie aux décideurs. Chose certaine, qu'il y ait un scientifique en chef, qu'il y ait un comité de scientifiques, ce serait une erreur, à mon avis, pour les décideurs de se fier uniquement à eux. C'est très, très bien, ça leur donne une certaine proximité à la science, ça leur permet de s'informer sur des choses, mais ces processus-là ne peuvent pas suffire à l'élaboration de politiques publiques qui exigent des connaissances scientifiques. Je pense qu'il faut quand même continuer à se tourner vers une communauté d'experts plus large, malgré ce mécanisme-là. Puis par ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup, on le disait, c'est pas tous les experts qui passent dans les médias, peut-être parce qu'ils ont trop de nuances ou trop de prudence, mais par ailleurs, il y a
plusieurs experts qui sont très contents quand on les sollicite pour avoir leur avis sur une question, d'y répondre avec plaisir parce que ça valorise leur travail, puis dans le fond, c'est bon pour tout le monde. Donc, je pense que si les élus peuvent retenir qu'ils peuvent quand même aussi prendre la chance de solliciter des experts de façon volontaire, je pense que ça peut être bien. Alors, ben, est-ce que vous auriez un mot de la fin, quelque chose à ajouter en terminant? Sinon, moi, je vous remercie. Déjà, c'était très, très dense, je pense qu'on va décortiquer tout ça, mais c'était vraiment très généreux de votre part d'accepter. Si vous avez un mot de la fin. Ben, le mot de la fin, la seule question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est l'ordre libéral. Oui. Pour moi, puis là, je le disais un peu tout à l'heure, il y a eu pendant la pandémie une espèce de bâillon qui a été mis sur certains experts, certaines expertises, certaines opinions qui pouvaient être un petit peu critiques de ce qui se faisait. Ça, pour moi, c'est une menace importante à l'ordre libéral. Et on se préoccupe beaucoup ces jours-ci de la montée d'une extrême droite en Europe, de la possibilité de Trump, de l'élection de Trump aux États-Unis, la possibilité de l'élection de politiciens populistes de droite, qui effectivement, souvent, menacent directement, ouvertement l'ordre libéral. Mais il y a une autre façon de menacer l'ordre libéral, et puis c'est de faire taire des points de vue qui, eux aussi, sont légitimes puis devraient avoir leur place dans les processus d'élaboration de politique publique. Et l'expertise est une façon de le faire. Donc, lorsqu'un expert se prononce ou se positionne en position d'autorité et puis dit, ben c'est comme ça, moi j'ai la vérité, puis il n'y a pas de débat possible, ben il y a là aussi menace, à mon sens, à l'ordre libéral. Il faut garder à l'esprit que l'expertise, aussi pertinente qu'elle soit, ben, elle peut être contestée. Et puis, c'est important que les décideurs soient bien sensibles à ça et puis encouragent une certaine contestation de l'expertise qu'ils vont solliciter par ailleurs pour avoir un portrait un petit peu plus complet avant de prendre des décisions. Merci. La liberté d'expression, l'ordre libéral, je pense qu'on va méditer tout ça, puis assurément, il faut faire un suivi là-dessus, tout le monde ensemble. Merci. Ben, merci à vous. Plaisir.